Raoul Edebau, président du PTB, bonjour. Bonjour. Alors pour cette interview, nous vous avons demandé de choisir un endroit de nature qui vous tient à cœur. Pouvez-vous nous dire où on est aujourd'hui et pourquoi ce choix? Alors ici en fait on est au coteau de Liège, quoi. Ce que j'adore à Liège, c'est que justement la nature, la forêt est assez proche en fait du centre-ville et qu'il y a une sorte de cohabitation qui se fait entre le milieu urbain et le milieu nature. Que signifie la nature pour vous? La nature, c'est avant tout l'habitat dans lequel l'homme vit, quoi. Il faut arrêter de croire que l'homme vit au-dessus de la nature, quoi. Je veux dire, l'homme fait partie de la nature, donc on doit la préserver pour pouvoir garantir nos équilibres, nos bien-être et celui de tous les biotopes dans lesquels nous dépendons finalement. Ja, we zitten hier dus de coteau, de citadel dicht bij de Luik. En wat ik fijn vind hier in het Luikse is eigenlijk dat er eigenlijk de natuur dicht bij de stad is eigenlijk. En er een zekere symbiose ontstaat tussen de bewoners van de stad en de natuur. En ik heb hier met een verrekijker mee, omdat ik ook graag naar de vogels ga kijken. En je ziet eigenlijk dat hier heel veel vogelsoorten rond zijn. Hè. Dat dat nu de groene specht is, de bonte specht. Dat dat nu heel veel verschillende mussen hier aanwezig zijn. Je hebt de torenvalk die hier ook in Luik teruggekomen is. Dus je hebt heel veel mooie natuur eigenlijk. En de mensen staan meer en meer open ook om te luisteren naar de vogels. Meer en meer vogelsliefhebbers eigenlijk door aanwezig zijn. Ik vind dat een mooie manier eigenlijk om de natuur te ontdekken hier. On a de plus en plus de preuves scientifiques que ce qui est bon pour la planète est bon pour les humains et vice-versa. Un exemple de ça, c'est que quand on a une nature qui est riche, qui est en bonne santé, ça va apporter beaucoup de bénéfices pour la santé des êtres humains. Ne faut-il pas investir dans la nature pour assurer la santé des Belges? Ah, mais je crois que si on n'investit pas dans la nature, c'est parce que justement notre économie est complètement axée sur le profit et sur l'exploitation. Et je crois que ça c'est le problème, parce que si on réfléchissait globalement au bien-être de tout le monde, on saurait qu'il y a un lien entre les bouchons sur les autoroutes, entre l'exploitation éhontée de la nature et le fait que 300 000 personnes ont des problèmes respiratoires dus à la mauvaise qualité de l'air. Donc je crois que c'est ça vraiment l'enjeu aujourd'hui. En dus op vlak van mobiliteit bijvoorbeeld moeten we stoppen met te zeggen alles naar de auto, maar moet er geïnvesteerd worden in openbaar vervoer, dat dat nu bussen zijn, dat dat nu trams zijn, dat dat nu treinen zijn. Daar moet geïnvesteerd worden, zodat mensen een alternatief hebben. En dat is ook dat de gezondheid van de mensen beter zou gaan. Dat zijn oplossingen die duidelijk heel dringend naar voren moeten gebracht worden. Alors vous mentionnez la mobilité avec des solutions pour diminuer notre empreinte, mais pour augmenter la nature, donc pour avoir plus de nature, investir dans la nature pour la santé des Belges. Est-ce qu'il y a des exemples concrets dans votre programme qui vont vers cette voie? Ouais, je crois qu'il faut lutter contre l'étalement urbain, quoi. Il faut arrêter de croire que le béton peut prendre l'ensemble des kilomètres carrés qui sont accessibles. Ça fait des années qu'on discute sur un béton stop, sur l'arrêt du béton, et je crois qu'il faut le soutenir. On l'a repris dans notre programme. De ce côté-là, on ferait beaucoup mieux de reconstruire la ville sur la ville, comme certaines villes le font, plutôt que de croire qu'on va pouvoir s'étaler, faire une artificialisation complète des kilomètres carrés qui mène à des problèmes de contact avec la nature qui n'existent plus, des problèmes d'inondation, enfin des problèmes de plus en plus structurels, quoi. Donc moi je pense que ça c'est une urgence à faire aujourd'hui, de l'aménagement du territoire, qu'on arrête de croire que le béton va tout résoudre. 95% de la nature en Belgique est actuellement en mauvais état de santé écologique. Que compte faire votre parti pour remédier à cela? Dus volgens mij zijn er heel veel verschillende natuurlijk maatregelen die we kunnen nemen. Hè? Maar dus ik denk vooral dat op vlak van alles wat bomen en bossen zijn, en zo, dat er veel meer diversiteit in moet zijn. Ik heb daar mijn thesis rond gedaan, rond hoe weinig diversiteit er in onze bossen zijn. Dus dat we meer investeren in verschillende boomsoorten. Ik denk dat dat belangrijk is, ook voor het biotoop van het bos. En te denken dat allemaal van diezelfde sparren enzovoort, zo kunnen we nu verder gaan. Volgens mij is dat belangrijk. En ten tweede dat er hulp is ook naar natuurreservaten. Dat er stopt alleen maar met communicatie te doen, maar dat vandaag ook organisaties geholpen worden om die natuurreservaten op poten te zetten en uit te breiden. Ik denk dat dat wel een echte enjeu is vandaag van de Belgische politiek. La dernière législature, elle a été marquée par de terribles inondations, ici en région liégeoise notamment. Plus de 40 personnes ont perdu la vie. Alors des événements catastrophiques comme ceux-là, des inondations, mais aussi des sécheresses, des vagues de chaleur, ils vont se produire de façon de plus en plus fréquente et de plus en plus intense à l'avenir. Comment est-ce que votre parti compte protéger la population belge contre ces phénomènes? Je crois qu'en tout cas, ce qui est très clair aujourd'hui, c'est qu'il faut arrêter de croire que le marché de l'offre et la demande, le marché capitaliste peut résoudre le problème du carbone, du cycle carbone. Aujourd'hui, on a réussi à mettre sur pied en Europe le système ETS qui est un marché carbone, c'est-à-dire du droit de polluer. C'est-à-dire que les entreprises arrivent à faire du fric avec des droits de polluer. Quand on parle en 2020, CNAC parlait de 2 milliards de bénéfices parce qu'on se revend droit de polluer. Il faut arrêter. Le marché carbone ne marchera pas. Il faut des normes contraignantes aujourd'hui. 5 entreprises en Belgique sont responsables d'une grosse partie de la production
d'émission du carbone aujourd'hui qu'on impose des normes, quoi. Alors ça, c'est une mesure pour atténuer le changement climatique. Malheureusement, il est déjà là, même s'il n'est pas trop tard pour agir, mais on doit d'ores et déjà s'adapter. Comment est-ce qu'on fait pour s'adapter concrètement? Je pense ici concrètement la question des droits de construire des maisons dans les zones inondables, par exemple, c'est une ineptie. On voit qu'il y a un peu eu l'anarchie au niveau des communes et de la région wallonne, sur la question de où pouvoir construire. Il va falloir effectivement s'adapter. Mais de ce côté-là, moi je ne crois pas que c'est déjà trop tard. Je veux quand même insister là-dessus. Au nom d'aujourd'hui que ce serait déjà trop tard, on ne ferait plus rien au niveau du climat. Il y a urgence encore aujourd'hui. La comité scientifique nous dit il reste encore 2-3 minutes, mais utilisons encore ces 2-3 minutes parce que les adaptations vont nous coûter des dizaines de milliards. Et qui va pouvoir payer cette adaptation? Ce sont les plus riches sur la planète, évidemment. Les pays les plus riches ou les habitants les plus riches dans les pays. On le voit aux États-Unis, on le voit dans les pays les plus pauvres du monde, etc. Donc je crois qu'il faut vraiment encore prendre des mesures maintenant drastiques et arrêter d'investir dans le fossile. Les grandes compagnies pétrolières qui ont fait 200 milliards de bénéfices l'année passée continuent à investir dans le fossile. Ça, c'est quand même un truc de fou. Vous dites effectivement qu'il n'est pas trop tard pour limiter le réchauffement climatique. Cependant, la science nous dit aussi que nous devons d'ores et déjà nous adapter. Alors, il y a une loi qui est en cours de fabrication, on va le dire très simplement, en ce moment, qui est la loi pour la restauration de la nature, qui est indispensable pour nos écosystèmes, pour nous les humains également. Est-ce que ça se trouve quelque part, ça, dans votre programme de parti, son application? Non seulement le programme, mais en plus on l'a voté, parce qu'on le sait que les partis populistes de droite ont voulu, et même les traditionnels de droite ont voulu la torpiller. Je crois qu'effectivement il faut la voter, mais il faut une application. Et l'application de cette loi, elle doit se faire ensemble avec tous les acteurs. À nouveau, il y a une lutte de classe pour savoir qui va payer les pots cassés de cette nécessaire transition et de cette préservation naturelle. Et de ce côté-là, on voit que les petits acteurs, que ce soit agricoles, les petits acteurs urbains, etc., n'ont pas assez de compensation. Ce sont toujours les grands acteurs qui reçoivent des compensations. On sait que la politique agricole commune européenne est taillée sur mesure pour les grandes exploitations et que les petites exploitations sont laissées de côté. Donc je pense que oui, il faudra appliquer cette directive européenne, mais il faudra évidemment le faire en aidant les plus petits à pouvoir réussir cette transition. Et donc moi je pense que beaucoup d'agriculteurs seront prêts à faire une transition à partir du moment où on leur garantit des revenus, mais à partir du moment où toute cette transition repose sur leurs épaules à eux, que ce soit de manière administrative, que ce soit en matière pratique, etc., on a alors une lutte sociale. Vous mentionnez la crise de l'agriculture. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on oppose beaucoup les crises sociales et de nature. Comment est-ce qu'on sort de ce débat? Dus de echte vraag, en ik voel dat ook bij de boerenbeweging in gans Europa, het is een sociale kwestie. De vraag is wie gaat er moeten betalen rond de transitie? Wie gaat er moeten betalen voor die ecologische transitie? En zoals altijd, de Europese politiek is eigenlijk voor de grote en niet voor de kleintjes. 80% van de subsidies van het Europese beleid op van subsidies naar de boeren gaat, 80% van de subsidies gaan naar 20% van de boerderijen. Waarom? Omdat de grote altijd meer en meer geld verdienen. Dus we moeten de sociale kwestie meebrengen met de ecologische kwestie. En daar geloof ik echt wel in dat als die transitie samen gebeurt, dat we allemaal samen kunnen doen. Les solutions fondées sur la nature, ce sont souvent les moins coûteuses et elles vont apporter aussi beaucoup de bénéfices pour la société. Pourquoi est-ce qu'on ne s'engage pas systématiquement en faveur de ces solutions? Mais parce que le rendement à court terme fait dire, notamment l'exploitation, tout ce qui est l'exploitation forestière, etc., que ça rapporte beaucoup plus en vendant du bois à court terme. Ça le problème. Installer des tourbières, par exemple, beaucoup plus, réhabiliter les tourbières serait évidemment économiquement beaucoup plus rentable à long terme. Mais vu qu'on est une société qui raisonne que sur du court terme, c'est pour ça que ça ne se met pas en application. On voit qu'aujourd'hui, le fait que des zones humides n'existent plus nous mène à des grands problèmes de sécheresse. Et quoi, on fait quoi après? On va importer de l'eau du Groenland? C'est quand même un truc de fou, quoi. Un exemple comme ça de solution fondée sur la nature qu'on pourrait appliquer sur un moyen terme peut-être? Oui, mais moi je crois beaucoup dans les solutions de nature liées à la ville par exemple. Donc moi je pense que tout ce qui est agriculture verte, réaménagement des territoires, etc. liés dans les centres-villes, avoir accès à nouveau à des parcs qui permettent un peu de rafraîchir les villes, parce que comme vous le savez, le béton continue à faire réchauffer encore plus, je veux dire, par réfaction, etc. du soleil. Donc je pense que ce côté-là de faire entrer à nouveau la nature dans les villes me semble essentiel. Mais on voit aussi une autre opposition entre crise du logement et besoin d'avoir plus de nature, notamment dans les zones urbaines. Comment on loge les gens? Mais je pense que là, il faut construire la ville sur la ville et arrêter d'investir uniquement dans des grands promoteurs immobiliers qui vont aller faire des appartements très très chers dans les meilleures zones d'ailleurs. On le voit près de la Meuse, on le voit dans les parcs à Bruxelles, etc. Je veux dire, c'est toujours une question finalement de lutte sociale. De ce côté-là, si on avait un investissement massif dans la ville pour réhabiliter les habitations, pour construire sur les habitations et ne pas s'étaler d'un point de vue urbain, je crois que ça c'est une vraie solution.
Aujourd'hui, le gouvernement il dépense chaque année 13 milliards d'euros dans des subsides qui vont aux combustibles fossiles. Au WWF, on a fait une étude selon laquelle si on dépensait seulement 5% de ce montant chaque année jusqu'en 2030, on pourrait en fait restaurer la nature comme il se doit. Pourquoi on n'utilise pas cet argent pour ça? Volgens mij heb je twee elementen daarin. Dus op een subsidie heb je natuurlijk sociale subsidies naar de mensen die nodig hebben om energie te betalen. En dat ga ik natuurlijk verdedigen, omdat zolang er geen alternatief gegeven wordt, moeten we de zwaksten in de samenleving helpen om een energiefactuur te betalen. Maar ten tweede, die subsidies die naar de grote multinationale bedrijven van de olie, van de gassector enzovoort gaan, daar versta ik totaal niet hoe dat het komt dat wij vandaag nog altijd geloven dat de kapitalistische markt, dat die multinationals vanzelf gaan investeren in de groene energie. Zij gaan dat niet doen omdat ze alleen maar op korte termijn denken op het geld. Dus wij vinden dat wij gewoon dat geld moeten investeren in een publiek bedrijf, een openbaar bedrijf die geïnvesteerd 10 miljard per jaar in de groene transitie. Dat is de enigste manier. Het vraag- en aanbodsysteem van de kapitalistische markt kan ons problemen niet oplossen. En dus moeten wij zelf investeren. En ik geloof, dus we hebben ons programma opgenomen, een programma van 10 miljard euro met een openbare strategische bank die op poten gezet wordt en die investeringen duidelijk guideline naar de groene transitie onder leiding van de democratie en niet van de kapitalistische markt. L'année 2023 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée sur notre planète. On est sorti du sommet sur le climat avec une conclusion. On doit sortir progressivement des énergies fossiles, donc pétrole, gaz, charbon. Mais en Belgique, on est très dépendant des combustibles fossiles. Comment sort-on de cette dépendance? Ja, ik denk dat er echt een grote investeringsplan moet zijn over publieke groene energie. We zijn in gans Europa, waar we de wind gaan halen aan de Baltische Zee, de wind gaan halen aan de Atlantische Oceaan, waar we de zon gaan halen aan de Middellandse Zee, waar daar ook stockagetechnieken op vlak van waterstof, stockagetechnieken op vlak van hydro-elektrische energie. En dat vraagt een Europees plan, een publiek plan, want we kunnen dat niet allemaal op ons eentje oplossen. En daarvoor zijn miljarden nodig die niet onder vorm van subsidies naar de groene multinationals gaan, want dat is wat er gebeurt vandaag met de Green Deal, is eigenlijk dat gewoon publiek geld van ons geld in de zakken gewoon van de multinational gestopt wordt. Ik geloof daar niet in. Ik denk dat een openbaar bedrijf moet op poten zetten die gewoon een democratische en duidelijke strategische visie heeft naar waar we moeten gaan met de groene transitie. En dat is voor het moment niet het geval en dat is een probleem op sociaal vlak, voor de prijzen, dat is een probleem op ecologisch vlak en op geostrategisch vlak. Want we hangen gewoon totaal af van het schaliegas nu van de Amerikanen. En als de Amerikanen gewoon de kraantjes dichtdraaien, zijn we gewoon gezost hier in Europa. Dus we moeten die investeringen nu maken en daar zijn miljarden voor nodig. Les ressources naturelles, elles ne sont pas inépuisables et notre façon de consommer et de produire, elle est démesurée par rapport à ce que la planète peut nous offrir. Comment est-ce que votre parti compte assurer un avenir durable aux Belges? Oui, ben là, bon, il y a différents angles d'attaque que vous avez abordés, mais si on aborde la question de la consommation, à nouveau, je veux dire, on est dans un système dont le but est de vendre, pas des choses utiles. De vendre tout simplement. Et donc la question de l'obsolescence programmée par exemple, c'est un scandale. C'est-à-dire qu'on le sait que des entreprises calculent consciemment comment des produits deviennent obsolètes. Pourquoi? Parce qu'il faut vendre, vendre, vendre. Certaines lois ont été votées, on les a soutenues l'année passée, mais je crois que c'était insuffisant. Moi je crois que c'était important au niveau consommation, c'est d'arrêter de croire que les publicités à outrance vont pouvoir continuer à régir par la propagande la manière de consommer dans le monde et chez nous dans les pays occidentaux. Je crois que là on a vraiment un système qui tourne fou, quoi. C'est-à-dire qu'on nous crée des besoins qu'on n'a pas. Vandaag een maatschappij waar de rijken rijker worden en de armer armer op wereldvlak. Dat is sociaal een drama. En dus in die zin denk ik wel dat we gewoon totaal onze maatschappij, ons kapitalisme moeten veranderen en naar een ander systeem moeten gaan. Est-ce que la nature va faire partie de votre programme de parti? En d'autres termes, ferez-vous les choses avec la nature? Avec la nature et avec les gens. Parce qu'on doit faire les deux évidemment, quoi, parce que la nature est une condition indispensable pour vivre sur notre planète. De ce côté-là, ceux qui voudraient opposer les deux, moi je ne comprends pas bien. Ce système qui maintenant depuis un siècle est en train d'exploiter l'ensemble de nos ressources est intenable. J'ai juste une dernière question qui me vient à l'esprit. C'est comme tout citoyen, je reçois les tracts des partis politiques et je constate que la nature, elle ne fait pas partie des promesses. Il y a une raison à cela. Donc plutôt que de rester dans les grandes déclarations, je vais dire générales, il faut trouver des solutions concrètes. Et donc moi je crois que c'est un angle d'attaque important pour nous par exemple, gratuité des transports en commun, pour pouvoir faire ce switch au niveau modal qui est indispensable. Mais il y a plein d'autres combats qui peuvent mener au niveau local évidemment. Moi je crois dans cette force de la mobilisation locale parce que quand on est trop éloigné des gens à un moment donné, les combats n'ont plus de pertinence. Ça je le vois. Mais au niveau nature, les combats qui sont menés pour le maintien des espaces verts par exemple, je veux dire que ce soit à Herstal, à Chênay, à Liège, etc., sont des combats très concrets pour les gens. Et ça, j'y crois très fort.
Donc nous avons une question de notre équipe Youth. Ouais. Je vous laisse appuyer sur... Ouais. Comment allons-nous maintenir l'innovation et l'évolution de notre économie au sein de notre société belge, tout en garantissant une protection pour l'environnement? C'est une bonne question et la question c'est au service de qui est la science? Parce qu'en fait nos nouvelles technologies peuvent servir à résoudre et le problème social et le problème écologique. Je veux dire, beaucoup de scientifiques sont occupés avec ça. La question c'est au service de qui sont les innovations technologiques? Or aujourd'hui, ce sont les universités publiques qui font les meilleures innovations technologiques et c'est le privé, les multinationales, qui se l'accaparent pour en faire des marchandises. C'est là où est le problème. Donc moi, je ne ferai aucune opposition, que du contraire, entre la science d'une part et la restauration de la nature. Merci Raoul et Debord. Avec plaisir.